three, ho! Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Parlons Sport, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Le principe, des débats sur l'actualité sportive de la semaine, le tout en détente. Pour cette première du football avec le mercato qui approche, le PSG a-t-il besoin de se renforcer ? Paris toujours, quelles sont nos chances d'accueillir les Jeux Olympiques 2024 ? NBA, Conférence Est, Conférence Ouest. Nos chroniqueurs vous livreront leurs pronostics pour la saison régulière. Et enfin, on termine l'émission avec la Ligue des Champions. La question est simple, qui va succéder au Real Madrid ? Mais avant toute chose, Joris Krolbois va vous rafraîchir la mémoire. Si vous n'avez pas été attentif cette semaine, écoutez ça. Oui, si vous êtes amoureux de football, il y a eu des chocs en pagaille ce week-end et ce week-end était fait pour vous. Il a très bien commencé samedi avec dès 13h30 le choc entre Manchester United et Arsenal. Si les Red Devils pensaient tenir leur victoire, Olivier Giroud les a calmés dans les dernières minutes d'un coup de tête rageur. Score final, 1 but partout. À 16h15, le Barça entrait en scène sur sa pelouse face à Malaga, mais sans Messi ni Suarez et surtout face à un Kameni infranchissable, les Blaugrana concèdent le match nul 0-0. Si à ce moment vous étiez à court de chips, pas le temps de vous ravitailler, tout de suite après le coup de sifflet final au Camp Nou, direction Dortmund et le big match entre le Borussia et le Bayern. Victoire des locaux 1-0 grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est pas fini, retour en Espagne, le derby de Madrid qui a tenu toutes ses promesses. Cristiano Ronaldo enterre les Colchoneros d'un triplé, 3-0 score final. Une nuit pour vous remettre de vos émotions et aborder tranquillement le dernier choc du week-end. Le derby de Milan, hier soir, à 20h45, a accouché d'un spectaculaire match nul de partout. Et la Ligue 1 dans tout ça ? Eh bien, l'OGC Nice conserve sa place de leader grâce à sa victoire à Saint-Etienne. Paris et Monaco, victorieux également, restent à 3 points des Aiglons. L'OM s'impose d'une courte tête, celle de Rolando, qui permet aux Olympiens de remonter à la 11e place. Enfin, à 10 jours du derby, Metz et Nancy se donnent de l'air en battant respectivement Toulouse et Dijon. Il y avait aussi du rugby ce week-end, Joris. Oui, en rugby, l'équipe de France a été battue sur le fil par l'Australie 25-23. Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande samedi à 20h. Il y avait également du top 14 et il fallait recevoir ce week-end pour s'imposer. Que des victoires à domicile, à commencer par celle de Clermont, qui est plus que jamais leader grâce à son succès face à Lyon 16-13. Le carton est pour Bordeaux-Bègles, le vainqueur 26-0 de La Rochelle. Pour clôturer cette 12e journée, le Stade français a battu Montpellier et Bayonne s'est imposé 16-13 devant Toulouse. Et du tennis pour terminer ? Oui, avec les Masters de Londres qui se sont terminés hier et la défaite de Novak Djokovic face à un Murray expéditif. Victoire en 2-7, 6-3, 6-4. Le Serbe a annoncé qu'il mettait de côté le tennis pendant quelques temps suite à ce revers. Du côté du Britannique, il remporte son 9e titre de la saison, mais c'est surtout la première fois que l'on voit Andy caper sur les Masters. Sortez les doudounes, le mercato hivernal approche. À l'occasion pour les clubs de se rattraper sur les erreurs de casting de cet été. Alors évidemment, on pense au PSG, aux arrivées de Ben Arfa, Krikoviak, Ressé et Meunier. 4 recrues qu'on attendait au tournant et qui n'ont pas vraiment convaincu. Mention spéciale pour Ben Arfa et Ressé qui se sont mangés un platane au premier virage. Pour débattre sur ce sujet, 3 chroniqueurs de choix. Le premier est supporter de la terre entière, des Red Devils à West Ham en passant par Nantes, sans oublier la Marsa. C'est le Tunisien de la bande, Adrien Lenoël. Bonsoir Adrien. Bonsoir Victor. Le deuxième est texois, fan de l'OL et de Gonalon, si je vous jure. Si jeu de mots n'engage que lui, bonsoir Alexandre Distel. Bonsoir Victor. Et le dernier est le plus âgé mais aussi le plus petit. Il fait partie des rares êtres vivants à apprécier un match de Ligue 1. J'ai nommé le Nancéen de Parlons Sport. Bonsoir Joris Krolbois, comment est la Lorraine ? Elle est très bien. Alors messieurs, le Paris Saint-Germain doit-il patienter encore ou les laisser un temps d'adaptation à ses recrues ou chercher la solution ailleurs ? Recruter, pour moi. Adrien ? Recruter, mais intelligemment, dans le sens où on sait que l'hiver c'est forcément compliqué. Et Alexandre ? Je pense qu'il faudrait un peu vendre pour recruter ensuite. Adrien, je sens que vous avez la langue bien pendue aujourd'hui. Je vais juste rebondir rapidement sur ce que vient de dire Alex. Par vendre, il entend quoi et qui, plus précisément ? Alors, par vendre, donc d'abord Ressé, pas le vendre puisqu'il a été acheté, mais le prêter en tout cas pour les 6 mois à venir. Parce que Paris, on va se le dire clairement, a besoin d'un vrai numéro 9 pour suppléer Cavani. Le PSG donc a confié cette dure tâche à Kevin Augustin qui vraiment ne fait pas l'affaire. Ressé est plutôt un joueur de couloir. Certes, on sait que Paris enchaîne et empile les joueurs de couloir dans son effectif. Alors peut-être vendre Ressé pour ensuite faire venir un autre attaquant en pointe et laisser plus de temps de jeu à Hatem Ben Arfa qui ne demande qu'à régaler. Joris ?
Bah moi je suis assez d'accord. Je pense que la grande urgence c'est de recruter un second attaquant pour être la doublure de Cavani. Faut pas oublier non plus l'arrivée de Lo Celso, le jeune Argentin qui va arriver au mois de janvier. Mais ouais, je pense que le plus important c'est la doublure de Cavani. Augustin c'est trop tendre, Ben Arfa et Ressé c'est pas des pointes. Il faut une doublure taillée pour la C1, mais je pense que c'est ça aussi le problème. Je pense qu'une doublure taillée pour la C1, est-ce qu'un joueur acceptera de venir à Paris pour être la doublure de Cavani? Ça, j'en suis pas sûr. Donc pour vous, le PSG doit se renforcer en attaque, mais pourtant depuis la vente de David Luiz, ils ont plus que 3 défenseurs centraux. Ouais, voilà. Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe. S'il y a une blessure, ils peuvent plus faire tourner. Justement, voilà, c'est aussi ça le problème, c'est aussi la défense. C'est moins une priorité, je pense, que l'attaque, mais ça reste quand même important. Comme vous l'avez dit, il y a 3 joueurs seulement en défense, un Pépin et voilà, et le après, PSG handicapé. Après, certes, oui, avec 3 défenseurs, mais si jamais ils sont dans l'urgence, Aurier peut venir dépanner dans l'axe. Ouais, mais vaut mieux avec les Et échéances Meunier qui peut attendent, assurer à droite. avec les échéances qui attendent le Paris Saint-Germain, surtout que le Paris Saint-Germain Ah oui, après, adore je suis jouer d'accord, sur oui. les 4 tableaux. Donc je pense qu'il faut quand même un effectif assez large et surtout au niveau de la défense centrale, parce que c'est Non, quand mais même. je suis entièrement d'accord, mais d'abord recruter l'attaquant et ensuite éventuellement voir un défenseur. Adrien? Après, défensivement, je pense qu'un joueur comme Krikoviak, comme Thiago Motta ou encore comme Aurier sont tout à fait capables de pallier une éventuelle blessure. Bon, Thiago Silva qui est souvent sujet aux blessures. Donc je pense que c'est pas non plus le secteur défensif qui pose le plus souci à Paris. Au niveau des latéraux, c'est réglé. Et pour ce qui est de la complémentarité de certains joueurs qui peuvent être amenés à jouer et à dépanner en défense centrale, je pense que là-dessus ça va. La vraie question, c'est le rôle de l'avant-centre. Qui prendre et qui serait susceptible de bien vouloir signer à Paris. Surtout que Carlos Bacca. Oui. exactement, c'est là où je voulais en venir, dans le sens où cet hiver Paris va se voir confronté à se renforcer en vue de la Ligue des Champions et donc prendre un joueur qui n'a pas déjà joué en Ligue des Champions vu qu'il a déjà été enregistré sur les listes, et c'est là où le vrai débat, et qu'à l'heure actuelle il y a que Carlos Bacca qui rentre un petit peu dans ce profil-là. Il a déclaré en début de saison qu'il était pourquoi pas prêt à revenir à retravailler avec Unai Emery. Donc voilà, moi je vois que Carlos Bacca. Maintenant, est-ce qu'il va accepter de jouer le rôle de doublure de Cavani? C'est un autre débat, mais c'est à voir. Vas-y. Après, je suis d'accord avec Adrien sur Carlos Bacca, ça semble vraiment la recrue idéale qui correspondrait vraiment au PSG. Après, pas forcément recruter un joueur pour la Ligue des Champions, la doublure va pas être amenée à jouer en Ligue des Champions. Donc moi, je pensais peut-être au petit Dembélé du Celtic, qui est très prometteur, déjà 5 buts en Ligue des Champions. Alors certes, ils pourront pas le faire jouer en Ligue des Champions, mais ça permettrait de faire reposer Cavani sur certains matchs de Ligue 1 avant les matchs de Ligue des Champions. Et je pense que ce serait une bonne alternative pour le PSG, et ce joueur est également très prometteur. Et puis on va pas se le cacher, le PSG a les sous pour le recruter. Voilà, justement, au niveau je trouve que les choix sont multiples. T'as parlé de Dembélé ou de Carlos Bacca, il y a aussi Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Inaki Williams de Bilbao qui est pas mal non plus. Anthony Modeste, pourquoi pas. Maintenant, voilà, il faut vraiment se pencher là-dessus au mercato, parce que on voit toutes les grandes équipes ont au moins une doublure dans les 16 équipes qui va rester en huitième de finale, chacun a au moins une doublure d'importance. Donc je pense que le Paris Saint-Germain doit vraiment se pencher là-dessus de façon urgente. Et après, au niveau des ventes, je me suis pas encore exprimé sur le sujet, mais pas de vente, je pense, rien à vendre, personne à vendre, mais prêter à Hatem Ben Arfa, et je te rejoins aussi sur le fait de prêter Ressé, pas les deux mais au moins un des deux, parce que je suis désolé mais là Ben Arfa et Ressé, déjà le cas Ben Arfa, ça semble saouler tout le monde au sein du club, et puis il faut surtout pas se tromper comme le disait Adrien au niveau du recrutement, déjà parce que ça va être la dernière chance avant les phases finales de Ligue des Champions, et surtout parce que pour moi Ben Arfa et Ressé, c'est 2 erreurs de casting cet été du Paris Saint-Germain. Après, autant sur Ben Arfa, je te rejoins. Après, sur Ressé, je vous trouve un tantinet sévère. Il a eu un début de saison qui était compliqué, qui était délicat. Il a eu des problèmes physiques, il en a toujours eu. Il en a eu au Real, il en a eu à Paris, il en aura par la suite. Maintenant, depuis quelques temps, il a tendance à montrer qu'il arrive un petit peu à s'imposer, à densifier son jeu, à être plus intéressant. Il a marqué pour la première fois, je crois, ce week-end. Ouais, Donc, sur penalty. Ouais, mais malgré tout, c'est ça. C'est des débuts dans les matchs. Il va être un petit peu meilleur. Il montre un meilleur visage. Donc j'ai envie de croire que pourquoi pas avec le temps, Ressé pourrait s'imposer en tant que doublure. Maintenant, la vraie question, c'est voilà, même si on laisse reposer Cavani, est-ce qu'il serait à même à disputer de bons matchs en Ligue des Champions, sachant que depuis le début de la saison et même l'année dernière, il n'avait pas tendance à positionner en pointe. Enfin voilà, Cavani, c'est la vraie interrogation, et ça peut être le gros point faible de Paris cette saison, quoi. Et après, moi, au niveau aussi, des ventes, pas forcément des ventes, mais sur les recrues, peut-être relancer Krikoviak, qui pour moi a vraiment sa place
au sein du milieu du PSG. Peut-être éventuellement, il serait vraiment complémentaire avec un Marco Verratti. Ce serait vraiment deux profils qui se compléteraient. Donc peut-être lui accorder un peu plus de temps de jeu. Moi, j'aurais tendance à, même si voilà, enfin, ça reste un grand nom, Thiago Motta, à le pousser sur la touche. C'est plus l'élément central du milieu de terrain Après- parisien qu'il était depuis Mais après, l'année Unai Emery dernière. va être forcé de le faire. Là, il y a les compétitions qui vont s'enchaîner. Il va y avoir la trêve de Noël, certes, mais après, ça va s'enchaîner entre la Coupe de France, la Coupe de la Ligue des Champions, le championnat. Le PSG adore jouer sur les 4 tableaux. Donc, je pense que Unai Emery va être justement forcé de faire tourner, surtout son milieu de terrain, parce qu'on sait très bien que c'est le point fort du PSG, le milieu de terrain. Donc, moi, je te rejoins là-dessus. Il faut donner plus de temps de jeu à Krikoviak, mais ça va se faire naturellement. Ça, c'est une certitude. Très bien, messieurs. On vous mettra pas d'accord aujourd'hui, sauf sur le Kabaka apparemment. On va passer directement au quiz. J'espère que vous avez bien révisé. C'est un quiz Paris Saint-Germain. On va commencer avec le mercato du Paris Saint-Germain. Combien a été vendu Ronaldinho au Barça en 2003 vous me donnez chacun un chiffre, le plus près remporte la mise. Adrien, 15 millions. 15 millions Joris. d'euros. 25, je dirais. 25, 23. 23, c'est Joris qui gagne, c'était 30 millions. Premier point pour Joris. Question plus difficile. Le dernier titre du PSG depuis l'arrivée des Qataris a été obtenu en 1994. Donnez-moi chacun à votre tour un joueur qui faisait partie de l'effectif parisien cette saison-là. Adrien. En 94. Dernier titre national, vous voulez dire? Parce que le dernier titre européen, c'est en 96. Non, C'était la je Coupe des parle Coupes. du titre du PSG en champion de France. 94. Oui, Donc dans Oui. l'équipe, dans l'effectif du PSG. tout à fait, d'accord. Donc en 94 ou en 87 parce que ça change tout. 94. 94. 94. Joris essaie d'être un peu taquin. 94. Rai. Ginola. Alors, Rai, David Ginola, c'est oui. Alexandre. Laurent Fournier. Laurent Fournier, c'est oui. Vincent Guérin. Vincent Guérin, c'est oui. Georges Weah. Georges Weah, c'est oui. Paul Le Guen. Paul Le Guen, c'est oui. Yuri Djurkaev. Yuri Djurkaev, c'est oui. Ah non, pardon, c'est non. Bonne soirée. Adrien éliminé. À Joris. José Cobos. José Cobos, c'est oui. Alexandre. Lama. Bernard Lama, c'est oui. Joris. Francis Liasser. Francis Liasser, c'est oui. Alain Roche. Alain Roche, c'est oui. Il en reste 2 faciles, 3 faciles. Patrice Loco. Patrice Loco, c'est non. Alexandre, si vous trouvez un joueur, vous remportez. J'ai la cour. Joris. L'idée. Daniel Bravo. Daniel Bravo, c'est Ah, oui. putain. Donc c'est fini? C'est fini pour vous, Alexandre? Oui, c'est fini pour moi. 2 points pour Joris. Dernière question. Pareil, on va continuer sur le jeu du tour de table. Il y a eu 10 entraîneurs qui se sont succédés depuis 2000 au PSG. Eh ben, on va commencer par le champion, Joris. Le dernier champion. Et est-ce que l'actuel compte? Oui. Donc Unai Emery. Unai Emery, 1. Laurent Blanc. Laurent Blanc, 2. Antoine Comboré. Antoine Comboré, 3. Laurent Fournier. Laurent Fournier, 4. Ali Lodzic. 5. Alilodzic. Paul Le Guen. Paul Le Guen, 6. Luis Fernandez. Luis Fernandez, 7. Ancelotti. Ancelotti, 8. Il en reste 2. Je passe. Joris. Je ne passe pas. Il vous reste 5 secondes. Tic. Tac. Tic. Tac. Pas le droit de faire ça. Non, j'ai pas. Vous n'en avez pas, il restait Philippe Bergerot. Ah, pardon. Je ne vais pas citer ceux que t'as dit. Et dire Guy Lacombe. Ouais, bravo. Bonne réponse, il a cité le dernier. Vous ne le connaissez pas, mais vous risquez bien d'en entendre parler. Notre chroniqueur Jordan Bozonnet est tombé amoureux d'un petit jeune de l'Académie lyonnaise et tenait à partager ses sentiments. Dites-nous en plus, Jordan. Alors, il a 20 ans, fait 1m82 pour 75 kg. Il fait office d'ancien dans le groupe Pro 2 de l'Olympique lyonnais qu'il fréquente depuis maintenant plusieurs saisons. Il est sous contrat professionnel jusqu'en juin 2019. Il est défenseur central. C'est un pur produit du centre de formation de l'OL. Je vous parle bien évidemment de Dylan Mboumouni. Alors, qui est ce joueur? Alors, il a commencé le foot à l'âge de 5 ans du côté de l'AS Cheminot de Saint-Priest.
Il est ensuite arrivé à l'OL en poussin seconde année. Ce joueur de la génération 96 a toujours été un leader dans les différentes catégories dans lesquelles il a joué. Il compte 8 sélections en équipe de France U16 et a été appelé en équipe de France U19 plus récemment. Il a déjà plus de 50 matchs en CFA à son actif et a maintenant comme ambition de jouer avec les pros. Il a pu goûter au joutes de haut niveau en jouant 2 matchs amicaux cet été contre Bourg-en-Bresse et contre notamment le Zénith Saint-Pétersbourg, avant malheureusement de retourner en équipe réserve. De base, il est milieu voire attaquant. Mais à son arrivée à l'OL, il a commencé à jouer défenseur central, poste auquel il a vite pris goût. C'est un joueur qui adore relancer proprement, qui perd fort les lignes, balle au pied, qui aime les duels et qui adore faire des transversales. Qui est son joueur préféré? Juninho, évidemment. Et à son poste, Umtiti, Edmilson ou encore Chris. Concernant Edmilson, il adorait ses gestes techniques, comme le coup du foulard. Pour Chris, il criait son nom lorsqu'il était dans le virage nord du stade de Gerland à l'époque. À l'image de son pote Mouktar Diakabi actuellement, il aura peut-être la chance de faire une apparition officielle avec le groupe pro d'ici la fin de saison. Alors gardez ce nom en tête, Dylan Mboumouni. Merci Jordan. Elles étaient 5, elles ne sont plus que 3. Depuis le retrait des candidatures de Rome et Hambourg, seuls Los Angeles, Budapest et Paris sont en lice pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Los Angeles était une favorite selon une grande partie des observateurs jusqu'au 8 novembre dernier, date de l'élection de Donald Trump. Depuis, certains jugent que la balance s'est inversée et que Paris pourrait passer devant la ville américaine. Seul Adrien est resté à la table, Joris a laissé sa place au judoka, ceinture noire et marseillais, personne n'est parfait. Comment ça va Julien Manchini? Ça va très bien. Et Alexandre a été remplacé par notre Toulousain Benjamin Tichit. Alors Benjamin, pensez-vous que Paris a de réelles chances de récupérer les JO au nez et à la barbe de Los Angeles? Pour moi, oui. Paris est favori dans la course aux JO 2024. Adrien? Je suis partagé à vrai dire. Je sais pas trop là. Toujours partagé, Adrien. Julien, vous en pensez quoi? Moi, je pense que Paris a toutes ses chances malgré une forte concurrence pour 2024. Alors la parole est à vous. Moi, je pense que l'atout principal de Paris, ça va être ses infrastructures, pardon. Donc, ils vont déjà utiliser beaucoup de stades, de salles qui sont déjà créées. On pense notamment au Stade de France ou à Versailles qui va être utilisé pour les épreuves de course à pied. Je pense que c'est vraiment le projet à long terme de Paris qui va pouvoir peser dans la balance dans cette élection pour les JO 2024. Benjamin, vous étiez d'accord avec lui? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je pense qu'il y a une portée symbolique aussi à travers ce choix, avec les attentats forcément, et le fait qu'il y a... Si les Jeux Olympiques de 2024 sont à Paris, ça fera 100 ans après les premiers Jeux Olympiques à Paris qui étaient en 1924. Donc, je pense qu'il y a cette portée aussi. Et ça serait le deuxième projet. C'est le deuxième projet depuis le début des années 2000 de Paris. Et je pense que ça joue en partie en faveur de Paris. Adrien? Pour ce qui est des infrastructures à Paris, oui, nul doute qu'elles sont déjà là, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont de qualité, qu'elles sont à même de recevoir les Jeux en 2024. Après, j'ai pas suffisamment non plus étudié le projet Los Angeles, mais je pense qu'au niveau des infrastructures, ils doivent être suffisamment bien lotis, que le projet doit être suffisamment carré et que là-dessus, si tant est qu'on ait une avance, elle doit pas non plus être énorme. Ensuite, par rapport à Paris, moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est les événements qu'on a pu voir pendant l'Euro, notamment les débordements de supporters. Alors certes, certains me diront que les supporters pour les Jeux Olympiques sont un public nettement plus familial que pendant l'Euro. Maintenant, voilà, il y a eu des problèmes au niveau de la sécurité. La police en France et les CRS, c'est notamment le cas à Marseille, se sont peut-être pas suffisamment bien comportés dans l'ensemble. Il y a eu des défaillances. On n'est peut-être pas suffisamment revenu dessus. Est-ce qu'on a tiré suffisamment de leçons par rapport à cette candidature? Aujourd'hui, j'en doute. Il y a aussi la résonance par rapport aux attentats. Oui, ce serait beau de le faire à Paris étant donné les attentats qu'il y a eu. Maintenant, si d'autres attentats doivent être amenés à faire en Europe et en France, ça va tout de suite compliquer la candidature de Paris. Pour ce qui est de Los Angeles, au niveau des attentats, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est plutôt calme. Donc voilà. Plutôt calme, à part à New York. Oui, mais quand on parle l'ampleur des deux événements, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Il y a eu plus de 300 morts en France. À New York, c'était dans une boîte de nuit. Ça me semble quand même Adrien, plus je local. parle de la World Trade Center
Oui, mais c'était il y a 15 ans. Donc Oui, je pense bah, que ça a Et quand c'est à même l'opposé des marqué. États-Unis, quoi. New York, Los Angeles. Oui, mais à partir du moment où tu peux toucher un pays, tu vois, Oui, oui. en Mais France, c'est tu pas as la, touché, c'est pas la même tu as touché résonance. Paris Quand t'es et candidat Nice avec après. Los Angeles, c'est difficile de lier Los Angeles et New York comme ça, alors que Paris, c'est la ville qui a été touchée par les attentats, quoi. et qui est censé Voilà. accueillir les Jeux Olympiques. On parlait Et qui du sport, porte le c'est nom ça. du projet. Oui, mais enfin, Mhm. malheureusement, c'est Ben, autour de ça. forcément, les Jeux Olympiques, ça touche ça va- ça va à d'autres jouer. éléments. Tous les éléments rentrent en compte pour les Jeux Olympiques. Je suis d'accord. Après les attentats, je pense que ça sera pas un des arguments fétiches et de la candidature de Paris. Ils vont surtout appuyer sur le fait qu'ils ont un petit budget pour faire leur JO par rapport à Budapest qui a 55 milliards de budget pour faire les infrastructures, les transports et loger les athlètes. À Paris, on a environ 300 millions de budget. Je trouve ça colossal l'écart qu'il y a entre les deux villes et c'est vraiment significatif par rapport à ces deux villes. Il ne faut pas oublier que les membres du CIO, les 98 membres du CIO qui vont voter sont des responsables politiques encore en activité ou non, des chefs d'entreprise et des anciens champions qui ne se préoccupent pas forcément de l'idéologie mais aussi des intérêts tels qu'ils les voient eux-mêmes. Adrien, vous pouvez prolonger ce que vous disiez tout à l'heure? Ouais, non, enfin, c'est vrai. Après, je pense que si Paris doit être amené à recevoir les Jeux, ce sera peut-être parce qu'il y aurait une défaillance de la part de Los Angeles et Budapest que réellement, parce qu'ils méritaient de les accueillir. Autant en 2012, on pouvait dire que c'était le cas. Autant aujourd'hui, peut-être que l'élection et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump peut amener les responsables du CIO à opter pour Paris plutôt que Los Angeles. Voilà, moi, aujourd'hui, ça me semble encore flou. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par Trump pendant sa campagne. Est-ce qu'elles sont encore vraies? On sait qu'il a eu un vrai discours de façade, dans le sens où il disait beaucoup de choses et que la plupart ne seront pas appliquées. Bon, la base du populisme. Voilà, donc pour moi, voilà, c'est encore un peu tôt. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de débat, je disais que j'étais plutôt partagé. Je serais plus partant pour attendre un petit peu, mais force est de constater qu'aujourd'hui, Paris a quand même quelques défauts. Benjamin? Après, moi, je suis d'accord sur le fait que l'élection de Donald Trump joue en faveur de Paris pour l'instant avec ses déclarations pendant sa campagne. Après, je pense que la candidature a été plus travaillée qu'en 2012, notamment sur le fait qu'il y a plus de sportifs impliqués dans la candidature. Avant, en 2012, c'était plus les politiques, et là, on voit le porte-parole premier, c'est Tony Estanguet, ancien grand champion, avec Teddy Riner qui a beaucoup d'impact dans la candidature, Tony Parker qui essaye aussi énormément de s'impliquer. Donc je pense qu'il y a plus l'accès sur le sportif qui a été mis, contrairement à 2012, et je pense que ce qui a joué en partie en 2012, c'est l'aspect sportif qui a été un peu négligé. Oui, Dans c'est la clair qu'on candidature. voit vraiment en France un engouement réel pour ces JO, alors que là, en 2012, on n'entendait pas trop parler. Et maintenant, on voit des spots publicitaires qui passent à la télé, des chaînes d'information qui font des sujets sur les JO de 2024. Et je pense que ça a vraiment un poids qu'un pays soit autant impliqué dans des Jeux Olympiques, alors qu'on peut penser qu'aux États-Unis, ils ont d'autres chats à fouetter, entre guillemets, que de s'intéresser aux Jeux Olympiques. Moi, voilà, cette communication à outrance, elle me fait un peu peur dans le sens où plus on communique, moins c'est bien. Généralement, si un projet est bien huilé, si un projet est intéressant, si un projet a tout pour faire en sorte que ça se passe bien, on n'a pas besoin de communiquer de la sorte. C'est-à-dire tout se fait de manière naturelle. Là, aujourd'hui, on a besoin d'impliquer des sportifs pour essayer de faire passer un message. On lance des hashtags. Je te coupe. Les sportifs se sont impliqués eux-mêmes et c'est eux qui ont porté le projet. C'est pas la fédération olympique qui a impliqué les sportifs, c'est eux-mêmes qui se sont impliqués. Mais la mairie de Paris a forcément fait en sorte que les sportifs soient impliqués au sein de la campagne, et aujourd'hui ils le sont. Ils lancent des hashtags sur les réseaux sociaux, ils font leur petite campagne, il y a les spots de pub, il y a ci, il y a ça. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en fait trop et qu'on essaye justement par ce surplus de communication d'essayer de gommer toutes les erreurs qu'il y a pu avoir. Et ouais, enfin voilà, trop de communication tue la communication à un moment, et s'il y a autant de communication, c'est qu'il y a un souci. Quelque chose à ajouter? Après, je pense que sur ce que vient de dire Adrien, c'est aussi un moyen de montrer que forcément il y a beaucoup de communication, mais c'est pour rappeler aux gens, entre guillemets, l'existence de la candidature, et donc forcément de montrer qu'il y a tout un pays derrière, et forcément ça joue au moment de voter. On voit qu'il n'y a pas de manifestation, enfin le pays s'en fout que t'es candidat pour les JO, alors que là on voit qu'il y a beaucoup d'activités autour et que les gens suivent vraiment ce qui se passe, et là ça peut jouer au moment de l'élection avec les gens qui se disent ouais, le pays a vraiment envie d'accueillir les Jeux Olympiques, que ce soit la population ou le pouvoir qui a aussi envie de le voir, quoi. Ouais, mais du coup, si Ça t'es obligé de va faire, aussi. si t'es obligé de faire autant de communication, est-ce que le pays a vraiment envie? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu toute cette communication, est-ce que les Français se seraient dit, tiens,
dans 8 ans, j'ai envie que la France, que Paris accueille les Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, sans faire le populiste, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce que ça, je suis d'accord. On a Et vu comment il faut le faire, quoi. On a vu comment sont passés l'euro en France, les débordements qu'il y a eu, même si ça a été une superbe fête populaire et un magnifique euro dans les tribunes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout n'est pas suffisamment bien géré, que tenter d'accueillir des Jeux Olympiques, c'est aussi pourquoi pas se mettre une balle dans le pied. Donc Moi, je pense que par rapport à son projet, Paris ne se mettra pas une balle dans le pied en organisant ces Jeux Olympiques, en voyant le budget qu'ils ont, le long terme ils misent sur le long terme. Ça sera pas une balle dans le pied, ça leur coûtera pratiquement rien, ça aura que des bonnes retombées sur la ville et sur le pays. Je pense que c'est pas se tirer une balle dans le pied, Adrien. Je suis désolé. ouais, mais c'est utopique de dire que oui, les retombées vont être bonnes parce que là, tu pars d'un cas de figure où tout se passe bien. Si jamais il y a un incident, qu'est-ce qui se passe? On a vu pendant l'Euro, qu'est-ce qui s'est passé? T'as des mecs qui sont dans des états qui sont anormaux, qui sont pris des coups de table, des coups de chaise et autres. À un moment, est-ce que tu te dis pas, oui, accueillir un événement c'est bien, mais faire en sorte qu'il soit sécurisé et que tout se passe bien, c'est mieux? Est-ce qu'aujourd'hui la France est capable d'accueillir l'Euro dans des conditions décentes? Ça, j'en suis pas sûr. Est-ce que Et tu as ça, c'est déjà le problème. vu un cas de Jeux Olympiques où il y a eu des débordements entre supporters d'un certain pays? Mais c'est pas obligé forcément des supporters. Tu Ça regardes peut- 72 à Munich, c'est ça- parti en vrille. Oui, et mais pas c'est des pas supporters, quoi. pareil. Mais Ça ça peut arriver. aussi. hein. On parle pas de terroristes, il parle des supporters oui, mais qui se ce sont terroriste, battus. c'est débordement. Oui, mais on n'est jamais à l'abri d'un attentat terroriste. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais là, il parle de supporters qui se battent dans Et les rues. il parle d'événements qui. Il remet qui en cause la mettraient sécurité. Voilà. Ils sont pas prévus. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, la sécurité est suffisante pour accueillir ça? Il y a le risque terroriste. Il y a pourquoi pas des enguirlandes, des personnes qui se mettent sur la tête pour des raisons qui sont un peu obscures. Aujourd'hui, je sais pas si Paris il y a et la France l'organisation a les aussi. moyens suffisants, quoi. Il y a l'organisation aussi avec les Également. grèves qui n'en finissent plus. Donc s'il y a grève des métros dans Paris au moment des Jeux Olympiques, ça va être un bordel fou et ça va être encore pire. Et je crois qu'en fait, vous vous rendez pas bien compte de ce que c'est les Jeux Olympiques. C'est pas l'Euro, c'est pas le mondial. Les Et Jeux justement, Olympiques, c'est encore au-dessus. Donc c'est encore plus de Et monde. L'État fera en sorte qu'il n'y ait pas de grève, qu'il y ait une sécurité suffisante pour assurer que les supporters soient dans des conditions optimales pour assister aux Jeux Olympiques, que les sportifs puissent pratiquer leur sport en toute sérénité. Moi, je pense qu'il y aura vraiment aucun souci par rapport à ça. En quoi l'État peut faire en sorte que pendant une compétition, il n'y ait pas de grève? À réquisitionner, ça se fait très bien. Les réquisitions de personnel pour assurer les transports, ça se fait très très bien. Et je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire dans des conditions spéciales comme lui. Donc pourquoi ils l'ont pas fait pendant l'Euro, par exemple, sous prétexte que les Jeux Olympiques c'est au-dessus, sachant qu'en termes d'événements mondiaux, en premier t'as les JO, en deuxième t'as la Coupe du Monde, et en troisième t'as l'Euro. Et comme tu viens de dire, en premier t'as les JO et pas l'Euro. Je suis désolé. D'accord, donc s'ils sont rien fait pendant l'Euro, ils vont tout faire pendant les JO. C'est ta manière de voir les choses, c'est ça? Mais Adrien, est-ce qu'il y a eu des grèves pendant l'Euro? Oui. La Oui. SNCF, entre autres, La SNCF. des supporters qui n'ont pas pu aller voir le match. Donc excuse-moi, que faire un déplacement, prendre des places, se retrouver coincé et pas pouvoir voir le match alors que t'es venu exprès, que c'était 2 semaines de vacances dans l'année, oui, ça pose problème. Et oui, vis-à-vis de l'image du tourisme en France, ça pose problème. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt avec la France à accueillir un événement de la sorte? Moi, je pose des questions. Et aujourd'hui, je suis pas convaincu. Mais après, si jamais il y a des réponses qui sont apportées, il y a des éléments qui sont mis en place et des dispositions qui sont prises, là, je pourrais éventuellement changer mon avis. Mais à l'heure actuelle, ça me semble compliqué. Julien, vous nous avez énervé, Adrien, j'ai l'impression. On va passer au quiz, ça va calmer tout le monde. C'est pas sûr. Alors, première question. Michael Phelps a été champion olympique 23 fois. Mais combien de fois champion du monde? On va faire un tour de table dans l'autre sens cette fois. Benjamin, 15. 15 fois. Julien, Je dirais 20 fois. 20 fois. Et Adrien, 7. 7. C'était 27 fois, 26 fois dans le grand bassin, une fois dans le petit bassin. C'est Julien qui remporte ce point. Ensuite, quelles villes ont accueilli les JO d'été? On va faire tous à tour de table. Cette fois, on va recommencer. Oh non, pas par Adrien, par Julien. Paris. Paris, c'est oui. Munich. Munich, c'est oui. Les Jeux d'été? Oui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est oui. Julien. Londres. Londres, c'est oui. Pékin. Pékin, c'est oui. Athènes. Athènes, c'est oui. Sydney. C'est oui. Atlanta. C'est oui. Julien. Adrien, pardon. Barcelone en 92. Exactement. Los Angeles. Los Angeles, c'est oui. Moscou. Moscou, c'est oui. Montréal. Montréal, c'est oui. Mexico. Mexico, c'est oui. Séoul. Séoul, c'est oui. Munich. Je ne sais pas si on l'a dit. Munich, ça a déjà été dit. Adrien, bonne journée. Fichtre. Berlin. Berlin, c'est oui. Rome. C'est oui. Athènes, une deuxième fois.
J'ai juste demandé quelle ville on accueillait. On vous laisse une deuxième chance parce que vous m'avez bien bluffé là-dessus. Marseille. Il restait Saint-Louis, Stockholm, Anvers, Amsterdam, Helsinki, Melbourne et Tokyo. C'est Benjamin Tichit qui remporte ce tour. Et dernière question. Combien de nations participaient aux Jeux Olympiques 2016 ? Benjamin, vous pouvez commencer. 110. 110 pour Benjamin, Adrien. 143. 143 et Julien. 180. C'était 208. C'est Julien qui remporte le deuxième point de ce quiz. On reste aux États-Unis puisqu'on va parler NBA. C'est actuellement le champion en titre Cleveland qui est en pole position à l'est et les Clippers à l'ouest. Ces derniers sont talonnés de près par les Golden State Warriors. Les Spurs, troisième, restent à l'affût. Et quand on parle basket, on a les intervenants. Ils viennent s'asseoir à la place de Julien, gros bras, grande gueule, spécialiste rugby et NBA. C'est Thibaut Palordet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. De l'autre côté, on dit au revoir à Adrien et on accueille le deuxième supporter lyonnais de notre équipe, Jordan Bozonnet. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Messieurs, première question, y a-t-il du suspense à l'Est ? Non. Non. Donc pour vous, ça va être forcément Cleveland, personne peut aller chercher. Oui, c'est sûr. Ah, ils vont se balader jusqu'à la fin là. Hein. Il y a vraiment. En saison régulière, je vois pas qui peut aller chercher. Peut-être Atlanta, mais ça sera trop juste. Ok, donc on coast to coast, on part directement à la conférence Ouest. Selon vous, qui terminera premier à la conférence Ouest ? Jordan, Les Warriors. Thibaut Les Spurs. et Benjamin. Les Clippers. Je vous laisse commencer, Benjamin. Moi, je pense que les Clippers vont terminer devant parce qu'ils sont très bien partis. Ils ont une défense qui est déjà en place, contrairement aux Warriors, par exemple. Et je pense qu'ils ont un banc qui est déjà en forme et qui est déjà lancé avec Mary Spates. Et je pense qu'ils ont vraiment trouvé leur leader. On voit que Blake Griffin est en train de montrer que c'est lui le patron et Chris Paul est en train de gérer les soldats. Donc je pense que c'est eux qui vont finir premier. Thibaut. Moi, je suis plus du côté des Spurs. Contrairement à Golden State, je trouve que les Spurs sont bien plus équipés, notamment à l'intérieur, avec LaMarcus Aldridge et Pau Gasol. Pour moi, Golden State est trop dépendant de la connexion Durant et Draymond Green, parce que je pense qu'il y a plus une connexion entre Draymond Green et Kevin Durant qu'entre Steph Curry et Kevin Durant. C'est sûr que individuellement, il n'y a pas à dire. C'est sûr que les Warriors sont plus équipés individuellement, mais je pense que collectivement, les Spurs sont vraiment une identité de jeu. Et je pense que Greg Popovich, l'entraîneur, a aussi l'expérience. Bon après pour moi ça sera les Golden State Warriors. Hein. Bien sûr, ils ont eu un peu de mal à débuter. Bon ils ont commencé avec une défaite contre les Spurs, mais là ils commencent à se mettre en route tout doucement et au fil de l'année ça va aller de mieux en mieux et ils vont rouler sur la conférence Ouest. Hein. Et je pense là il y a Klay Thompson qui commence à faire de bonnes grosses performances. Après il y a Durant, bon il est toujours aussi régulier, donc ça continuera aussi pour lui. Et Curry qui continue pareil à faire de grosses performances. Donc je pense que avec un 5 de ce niveau-là, à la fin de la saison régulière, ils termineront premier. Hein. Ça c'est sûr pour moi. Moi, pour revenir sur ce qu'a dit Thibault avec les Spurs, moi je les vois pas finir premier pour une simple raison, c'est qu'ils ont un effectif qui est vieux. C'est ce qui fait leur force, mais c'est aussi c'est pour ça que Greg Popovich va faire comme à chaque fois, il va reposer les cadres, Tony Parker, Pau Gasol, Manu Ginobili, et forcément ça va leur faire perdre 5-6 matchs dans l'année qui vont faire qu'ils vont pas finir premier pour moi. Après, la question de la première place, forcément elle est essentielle pour l'avantage du terrain en play-off, mais finalement par exemple les Spurs, ils peuvent finir troisième et être avantagés en play-off parce que en prenant mon classement avec les Clippers premiers, parce que je pense qu'en confrontation play-off, Clippers-Spurs, je pense que c'est les Clippers qui passent, alors que Golden State-Spurs, ce qui serait le cas si Golden State finit deuxième et les Spurs troisième, là je pense que les Spurs passeraient face aux Warriors. Thibaut. Bah moi je pense que ça aussi l'important c'est sûr que c'est quand même gratifiant de finir la saison premier à l'Ouest, mais le plus important c'est quand même de finir champion de la conférence pour aller lutter contre Cleveland logiquement lors d'une finale NBA. Et je pense que sur une confrontation directe, les Spurs ont toutes leurs chances contre ce soit les Clippers, comme tu l'as dit. Je pense qu'ils ont l'avantage sur les Clippers en confrontation directe. Les Warriors. Et sur les Warriors, pareil. Voilà.
Jordan, vous pensez que les Warriors vont réussir à régler leurs problèmes défensifs? Bah, je pense là, comme je disais, ils sont en train de se mettre en marche. Il leur a fallu quelques matchs pour reprendre les bases de la saison dernière et ça va aller de mieux en mieux, comme je l'ai déjà dit. Et moi, j'ai plus envie de revenir. J'ai envie d'élargir le débat en fait. J'ai envie puisqu'on parle des équipes qui peuvent se qualifier en play-off. Je pense que c'est plus intéressant d'aborder. C'est plus intéressant d'aborder cette question-là parce qu'elle est plus large d'abord et je la trouve plus intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense que tu veux parler des équipes qui seront en bataille à la fin de la saison, quoi. Voilà, exactement. Forcément, moi je pense qu'il y aura Utah qui sera à la bagarre à la 7-8e place à l'ouest. À l'ouest. Avec, je pense que les Portland est mal parti. Donc je pense qu'ils vont avoir un peu de mal, même si là ils sont 7e. Et OKC, j'ai du mal, même s'il y a Russell Westbrook qui est monstrueux, je pense qu'à la fin ils seront quand même à la bagarre entre 6 et 9 et qui seront qualifiés en toute fin de saison. Moi personnellement, je pense que les Lakers peuvent, pourquoi pas, se battre pour une place qualificative. Ouais, c'est moi sûr, je pense qu'ils vont être Moi je dis 10e, qui vont lâcher genre Là, mi-mars, ils vont être trop loin. Moi je pense qu'ils peuvent se battre pour la 8e place. Moi, c'est Parce que possible, Thibaut en pense. Ouais. c'est possible, ils ont un entraîneur qui marche bien, qu'ils ont une équipe assez jeune. Je trouve qu'il y a vraiment une âme collective dans cette équipe. Après, c'est sûr que tenir toute une saison comme ça va être vraiment compliqué. Mais après, pourquoi pas accrocher une 8e place? Ça va être compliqué. Ils vont se battre avec Utah, avec Portland. Moi, je pense qu'Oklahoma, on en parle maintenant, ils sont 6e, mais je pense qu'ils y seront largement. Je pense que les Oklahoma, Houston, Memphis, ça y sera sans problème. Après, ça va se jouer entre ce qu'on a dit, Lakers, Portland. Utah, Portland, etc. Moi, après, je pense qu'avec la jeunesse des Lakers, ils peuvent tenir toute la saison. Après, il y aura toujours un manque d'expérience à un moment donné dans la saison. Mais moi, je pense que leur force, c'est leur jeunesse, quoi. Après, il y a la Et puis leur défense coach. aussi. Il y a la défense parce que la défense, elle est pas en place pour l'instant. Et elle risque de mettre du temps à se mettre en place vu que nouveau coach, tout ça. Donc je pense que ça peut mettre un peu de temps. Et au moment où les défenses vont commencer à être bien en place en face, eux, ils auront une défense qui sera moins bien placée, moins bien installée. Et je pense que ça peut jouer sur quelques matchs. Et forcément, ça va faire perdre des matchs qui, à la fin, vont jouer, quoi. Et ensuite, à l'Est, vous voyez qui? Ça va jouer Charlotte qui est en train de montrer de très belles choses. Indiana, je pensais pas qu'ils seraient si bas, mais ils vont être à la bagarre. Moi, Détroit qui vont se réveiller dès qu'ils vont récupérer Reggie Jackson. Et pourquoi pas Milwaukee, que moi c'est une équipe que j'aime bien. Et moi, je vois bien Milwaukee aussi. Je À trouve la je trouve qu'ils ont vraiment d'excellents joueurs. Et je trouve qu'ils arrivent vraiment à se débrouiller aussi collectivement. C'est sûr que des fois ils sont un peu, comment dire, en panique, mais je trouve que ils mériteraient d'accrocher une 8e place. Bon, après, je pense que Miami a perdu trop d'importance cet été j'allais dire au mercato, mais Ouais, au mercato, au on peut dire mercato mercato, NBA, ouais. on va dire. Et pour moi, ils seront jamais dans les 8. Après, c'est vrai que Charlotte fait un très gros début de saison. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient à la bagarre pour la première place avec Cleveland. Bon, ça c'est normal ils vont lâcher petit à petit, mais pourquoi pas être dans les 8, c'est sûr. On est d'accord que les Wizards vont se réveiller quand même et vont pouvoir batailler pour. Franchement, la question se pose. Il faut, mais la question se C'est bon, pose. avec le début de saison catastrophique qu'ils ont fait, là. Ben ouais, mais l'équipe est basée sur un duo Wall-Bill qui ne s'entendent pas selon les informations, qui ne s'entendraient pas entre eux, et sur le terrain, on peut se demander si ça marche. Bradley Beal, il est constamment blessé. Et donc il y a une faiblesse à l'intérieur. Après, on peut espérer que le retour du français Yann Maimi qui va changer les choses, mais ça me paraît compliqué pour être à la bagarre pour les playoffs quand même. Parce que, ouais, ils sont quand même partis là avec 3 victoires sur 12 matchs, en 12 matchs. Ouais, seulement, non, donc, ça me paraît ça va compliqué. être difficile, mais Faut je pense remonter, qu'ils vont quoi. pouvoir revenir. Après, si Bradley Beal arrête de se blesser, Ouais, Faut ils ont- que qu'il Bradley arrête. Beal arrive à enchaîner les matchs, Voilà. à bien s'entendre avec John Wall, et s'ils s'entendent bien tous les deux, je vois pas pourquoi il remonterait pas. Ouais, mais il faut que ça arrive quoi. Ça là, il me fait semble un que Bradley moment- Beal a fait un énorme match la nuit dernière. Il me semble, Oui. où il y a 2 nuits. je sais Mais plus. on lui demande pas de faire un bon match, il faut qu'il en fasse plusieurs pour que son équipe, vu le niveau de l'équipe, pour qu'elle arrive à la bagarre au playoff, il en faudra plus. Ok, messieurs, on a compris ce que vous pensiez. Désormais, le quiz des records NBA. Qui a battu le record du plus grand nombre de paniers à 3 points marqués en un quart-temps? Curry. Thompson, Klay Thompson avec combien? C'est ce que j'allais dire. 7. Non, 9. Je Un point me pour réponds pas, Thibaut. en fait.
Moi je réponds pas. Bah, il C'est a moi-même, trouvé hein, Thompson. moi-même, hein. C'est le Ouais, premier ouais. qui trouve, c'était rapidité. Ouais, ouais. C'était de Ah, la je rapidité, croyais que c'était dans l'ordre. monsieur Benjamin Tichy. Ok, Regarde ok. le quiz, ça me dérange pas. Et je vois pas les réponses. Qui a tenté le plus grand nombre de lancers francs en un match sans en réussir un seul. C'était le 8 décembre 2000. Chaque. ouais, c'est c'est Benjamin Shaquille. qui a été plus Shaquille rapide O'Neal. et qui marque son deuxième point. Dernière question, facile. Qui a marqué le plus grand nombre de paniers à 3 points? Ray Allen. Non, c'était l'année dernière. Steph Curry. Steph Ah, mais Curry. c'est hein. en une saison. Troisième bonne saison de C'est- Benjamin. Oui, c'est ça. Bah oui, Bonne bah, saison. Bonne saison de Bonne Benjamin. saison de Benjamin. Bonne réponse. Merde, pardon. mais gros, On a commencé par du foot et on terminera par du foot. Demain et après-demain se joueront 2 nouvelles journées de Ligue des Champions. L'occasion de lancer les pronostics. Le Real a fait forte impression ce week-end en bottant les fesses de l'Atlético à Vicente Calderón. Le Barça a du mal, Munich a perdu contre Dortmund. Manchester City prend du galon, Paris est attendu. Bref, les gros d'Europe se préparent comme ils peuvent pour aller soulever la coupe aux grandes oreilles à Glasgow. Jordan, vous restez avec nous. Ah non, pardon, c'est Pierre qui a pris sa place, le Catalan. Thibaut et Benjamin, vous sortez. On se retrouve dans quelques instants pour le quiz final. En attendant, ce sont Joris et Alexandre qui s'assoient à la table. Donc on va commencer. Qui voyez-vous aller au bout cette année en Ligue des Champions? Alexandre, Le Real. Joris Le Juventus. et Pierre. Manchester City. Pourquoi City? Bah, je pense qu'ils ont déjà avec l'arrivée de Pep Guardiola, je pense que c'est l'année ou jamais pour eux de gagner cette Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'ils l'attendent et du coup, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour cette année gagner la Ligue des Champions par rapport aux autres années. Ils sont au-dessus. Joris, la Juventus, choix surprenant. Oui, justement, choix surprenant, je m'explique. C'est vrai que je répète souvent que la Serie A, je compare souvent la Serie A à un championnat de CFA, parce que c'est vrai que pour moi, la Serie A, c'est un championnat très faible, mais justement, je pense que ça peut être un atout pour la Juve. Ils vont être rapidement débarrassés du championnat. On voit qu'ils ont déjà 7 points d'avance sur le second. Ils ont que 2 défaites contre les 2 Milan, mais c'était 2 défaites extérieures. Ils sont invaincus à domicile. Je pense que le fait qu'ils soient vite débarrassés, eh ben, ça va leur servir pour la Ligue des Champions. Alexandre? Bah moi le Real parce que voilà, enfin ils sont dans la continuité de la saison dernière. Au niveau de leur effectif, il n'y a quasiment rien à changer, si ce n'est l'arrivée d'Alvaro Morata, donc qui est un renfort en plus. La BBC qui est vraiment en feu, 17 buts à son actif cette saison. Et puis surtout, le Real est invaincu en championnat cette saison et aussi en Ligue des Champions. Donc ça en fait vraiment pour moi l'un des favoris de cette compétition. Et vous les voyez tenir la distance jusqu'au bout, jusqu'à la finale? Je pense. Mais j'ai 2 autres équipes qui pourraient venir bousculer la hiérarchie. Allez-y, dites-nous tout. Bah alors 2 Allemands, le Bayern et le Borussia. Moi, je le rejoins sur le Borussia en tout cas. J'hésitais beaucoup entre le Borussia et la Juve. Ça peut être considéré comme 2 outsiders, mais c'est vrai que je les avais mis pour dans les favoris. Joris est fan d'outsider, apparemment. Pierre aussi. Pierre, vous Moi, pensez que City est au-dessus de tout ça? moi, peut-être pas au-dessus, mais en tout cas, je pense qu'ils ont largement leur chance face à ces équipes-là. Après, bon, je vois également pourquoi pas le Barça qui est capable d'aller chercher le titre dans cette compétition. Je pense ils se sont renforcés à certains postes. Ils ont doublé des postes clés et voilà, je pense qu'ils sont aussi capables d'aller chercher ce titre. Mais Manchester City, avec l'arrivée de Pep Guardiola, pourra gagner la Ligue des Champions. J'en suis quasiment certain. Le Barça me paraît quand même très très éloigné de. Excuse-moi Victor, excusez-moi parce que je sais que vous êtes fan du Barça, mais le Barça pour moi me paraît très éloigné de la victoire finale pour pour 2 raisons. D'ailleurs, c'est déjà en championnat, on voit qu'ils montrent vite leurs limites. On l'a vu ce week-end. Et quand un Messi ou un Suarez ou même les deux ne sont pas là, le Barça a tendance à subir et même comme ce week-end où ils dominent, ils ont du mal à concrétiser leurs occasions. Et je pense qu'au très haut niveau, comme l'impose les phases finales de Ligue des Champions, c'est difficile. Pardon. Il y a des équipes qui ont du mal sans leurs meilleurs joueurs. Toutes les équipes ont du mal sans leurs meilleurs joueurs, mais le Barça est vraiment dépendant de Messi et de Suarez, et c'est ça le problème. Après moi je rejoins Joris, je pense que cette année ça va être vraiment trop dur. Enfin ils ont vraiment, comme il a dit, montré leurs limites. Mais je pense que pour l'année prochaine ou dans 2 ans, parce qu'on sait que le Barça a réalisé un mercato particulièrement axé sur la jeunesse, donc laisser le temps à ces jeunes de prendre du galon, de l'expérience, et ensuite s'appuyer sur ces jeunes et pour aller chercher la victoire finale l'année prochaine.
Moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Joris parce que le fait qu'ils aient du mal à concrétiser leurs occasions, c'est un problème de réussite. Et la réussite, ça revient par moment. Je pense que quand on voit pour parler ce week-end, quand on voit les arrêts que fait Kameni, Après ce week-end, c'est un cas à part. C'est vrai que Kameni a fait un match exceptionnel, il le refera pas 2 fois dans sa vie. Mais on a vu contre City à Manchester. ouais, mais on a aussi vu contre City à Barcelone que il y avait possibilité de battre n'importe quelle équipe en Sans Europe. vouloir venir à la rescousse du Barça, on se souvient de l'année dernière, le début de saison catastrophique du Real Madrid et au final ils sont au bout en Ligue des Champions. Oui. Donc voilà, je pense que faut pas mélanger le championnat et la Ligue des Champions. Les joueurs seront surmotivés et voilà, je pense que, de toute façon, le Barça ils sont chaque année dans le top 4 des meilleures équipes européennes et ils y seront encore cette année. Voilà, je pense que cette année ils sont pas favoris pour gagner la compétition parce que je vois Manchester City la gagner, mais le Barça il sera dans les 4 meilleurs, c'est sûr. Après, on parle du Barça, mais aucun de nous trois mais le Barça. Donc voilà. Moi, je pense que je vais avancer mes arguments sur la Juve. Donc je l'ai déjà dit. Allez-y. Le fait que, si vous me permettez évidemment, le fait que voilà la Juve soit vraiment seule en championnat. Je pense que déjà pour trouver le pour trouver le vainqueur de la Ligue des Champions, il faut regarder les 5 grands championnats. Et pour moi, en Allemagne, bon, Leipzig ça tiendra pas, mais il y aura Dortmund Bayern comme tous les ans. Il y aura du monde également en Espagne pour le titre. Il y aura du monde en Angleterre, alors qu'en Italie, la Juve est toute seule. La Juve est vraiment seule, donc ça va être vraiment un atout, c'est sûr. En plus, le recrutement était cohérent. Certes, ils ont perdu Pogba, ils ont perdu Morata, mais ils ont pris Alves, ils ont pris Higuain, ils ont pris Pjanic, ils ont pris Benatia. Donc c'est quand même un effectif assez solide, très solide même. Donc il va falloir aller les chercher là, je pense. Mais juste une équipe qui a du mal à gagner contre l'Olympique Lyonnais, elle peut vraiment gagner avec des champions. Mais c'est des phases de groupe. Qui sans un Phase grand de groupe, ça veut rien gardien, dire. sans un grand gardien aurait perdu contre l'Olympique Lyonnais, elle peut aller. En phase de poule, ça veut pas dire grand chose. La Juve va sortir facilement de la poule. Ils ont fait un nul contre Lyon, qui est une équipe relativement faible, on va le dire. Mais maintenant, voilà, il faut relativiser. C'est des phases de poule. La machine va vraiment se mettre en marche à partir de février. Surtout qu'en février, ils seront quasiment champions comme tous les ans, je pense. Donc voilà, pour moi, la Juventus est au-dessus. Alexandre, vous êtes fait attaquer en plein cœur sur votre club favori. Qu'avez-vous répondu? Alors je ne vais pas rentrer dans le petit jeu de Joris, d'ailleurs propre à sa taille, mais pour revenir sur la Juve, pour moi c'est pas vraiment un favori parce que dans leur groupe, voilà, Séville, Lyon, Zagreb, on leur promettait pas vraiment l'enfer pour se qualifier. On voit qu'au final, rien n'est fait dans ce groupe. Il suffit même d'un nul à Séville pour que Séville reste devant la Juve et s'offre la finale contre Lyon. Et si Séville bat Lyon, Séville finit en tête. Et pour moi, pour une équipe qui prétend remporter la Ligue des Champions, ne pas terminer premier de sa poule dans un tel groupe. Mais il reste 2 journées. Laissons les 2 journées. Selon vous, la Juve n'est pas encore sortie de sa poule? Non, voilà. Mais la Juve joue Zagreb à la dernière journée. Non, mais la première. Pour moi, une équipe qui est accrochée dans ce groupe, alors qu'il y a pas Séville, été Lyon. accrochés, ils ont fait un nul Alors contre. qu'il y a une équipe faible quand même telle que l'Olympique Lyonnais. Non, mais ils ont pas été accrochés. Ils ont survolé le match. Ils ont survolé le match contre Zagreb, contre Lyon. Ils ont été ultra dominateurs. Alors il y a eu quelques occasions de Lyon. À l'aller, la Juve a été ultra dominateur. Au retour, il y a eu un petit peu plus de répondants de Lyon, mais voilà. Non, c'est un faux pas. C'est juste un faux pas. Voilà, ça arrive. Quand on voit les parades de Buffon et que quand il sauve le match à plusieurs reprises, je pense que Lyon a rivalisé avec. Lyon a rivalisé avec la Juve, mais au et final, donc Lyon peut gagner avec les champions alors. Oui, non, voilà. mais ça veut rien dire justement. Avec C'est ce que je Gonzalo. dis, c'est que ça veut rien dire en phase de groupe. En phase de groupe, ça veut absolument rien dire. Il faut relativiser. Ça va vraiment se mettre en place. L'effectif est encore frais. Ça fait 2 mois et demi qu'ils sont repartis. Surtout que la Serie A ça reprend tard, donc non, il faut attendre. Mais Et je pense que le rouleau compresseur va vraiment se mettre en marche à partir de février. Tu vois vraiment la Juve, par exemple, taper le Real Oui. Oui. Pourquoi pas, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, et puis en plus de ça, c'est un effectif quand même très expérimenté. J'ai fait le compte, j'ai regardé. C'est 18 finales de Ligue des Champions, l'effectif de la Juve. C'est beau. Voilà. Est-ce qu'il y a un club en Europe qui a autant de joueurs qui ont joué des finales de Ligue des Champions? Moi, je pense pas. Il faudra regarder pour le Real. Ouais, et le Real encore, ça m'étonnerait. Bayern, je pense pas non plus. Mais en tout cas, pour moi, la Juve est pas intouchable, mais
est favorite pour le titre. Pour qu'on se remette d'accord, parlons un peu de Dortmund. Oui. Je te laisse commencer. Non, Non. vas-y, moi j'irai. Bah, pour moi, Dortmund peut créer la belle surprise parce que pour moi, c'est l'outsider vraiment par défaut. On a vu qu'ils étaient capables de gros matchs, par exemple contre le Bayern Munich ce week-end, ou encore contre le Real, même si c'était un match nul de 2, mais ils ont amplement, ils ont vraiment réussi à tenir cette équipe du Real. Et puis sur le papier, il y a quand même vraiment beaucoup de promesses et de talent. Quand on regarde devant, donc il y a vraiment une belle armada, que ce soit Götze, Aubameyang qui est déjà à 12 buts en Bundesliga, Marco Reus, Dembélé, Kagawa, Emre Mor, Schürrle, Ramos, Guerreiro. Ça fait vraiment une belle liste de joueurs offensifs et pour moi, ils peuvent prétendre à en tout cas un bon parcours en Ligue des Champions cette année. Moi, vous parlez de surprise. Pour moi, l'équipe qui peut vraiment créer la surprise, même si ils iront pas jusqu'au bout, mais je pense que l'AS Monaco peut faire une belle saison en Ligue des Champions. J'en suis persuadé. Ils ont fait des bons matchs jusqu'à présent, même s'ils ont été accrochés. Je sais plus où c'était, mais enfin bref. Ouais, en Russie, au CSKA Moscou. Voilà. Mais Après, c'est à Moscou. au mois de c'est à novembre. Moscou. Voilà. Mais je pense qu'ils ont, avec l'arrivée le retour de Falcao, c'est une bonne chose pour le club. Et on voit qu'ils sont solides défensivement, ils sont bons offensivement. Ils sont très redoutables offensivement. Mais... Ils sont ultra redoutables offensivement. Donc je pense que même ils peuvent aller peut-être plus loin que le PSG dans cette compétition. Et voilà. Ça c'est vrai. Après pour en revenir à Dortmund et pour rejoindre Alexandre, je pense que voilà, Dortmund c'est ce qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain n'a pas. Un effectif étoffé et en plus avec des très très bons joueurs derrière. Et ça c'est ce qui manque, je pense, au PSG cette saison. Et ce qui fait que Dortmund est placé pas comme favori mais comme outsider très sérieux, ce que le PSG n'est pas encore et ne sera certainement pas de sitôt. Donc aucun de vous ne voit l'Atlético rivaliser avec les Non, meilleurs. pas cette saison. Après, on peut penser que c'est le début de saison, que l'Atlético a du mal à se mettre en route, mais personnellement, j'y crois pas. Quand on voit leur jeu, quand on voit déjà qu'ils ont rien produit contre le Real, c'est là qu'on les attend, c'est dans des matchs comme ça. Ils ont rien produit du tout, et moi, personnellement, l'Atlético Madrid, j'y crois pas cette saison. Pourtant, l'année dernière, ils m'ont vraiment impressionné. Et c'est pas forcément une équipe qui est réputée pour créer du jeu, pourtant l'Atlético. Non, mais ils ont même pas eu de répondant. C'est une équipe qui pourtant a du répondant d'habitude. Et là, il y avait eu aucun répondant contre le Real. Le Real a bien joué, mais sans plus, et l'Atlético a pourtant était timide. Voilà, je les ai trouvés timides. Après c'est vrai que l'Atlético toujours dans les gros matchs ils sont monstrueux quoi. Enfin, ils ont un état d'esprit ils peuvent toujours faire quelque chose, mais ça va être compliqué. Je les vois pas du tout aller loin, mais c'est vrai qu'avec la mentalité de Simeone, comment il arrive à haranguer le public, je pense que quand même un bon adversaire. On se rappelle que l'année dernière, l'Atlético avait perdu ses 4 premiers matchs contre le Barça avant de gagner le 5e et les éliminer de la Ligue des Champions. Peut-être. Voilà. Ils étaient plus impressionnants. Moi, je le répète, ils étaient plus impressionnants. Ils étaient meilleurs et voilà, l'Atlético n'en attend plus. C'est peut-être une mise en route qui tarde à venir, mais personnellement, non. Moi, l'Atlético, je les mettrai pas en dernière position des favoris, mais pas loin. Alexandre, pas l'Atlético Non, plus. je le mettrai pas. Peut-être, ils peuvent peut-être éventuellement viser un quart de finale, mais je pense que ça ira pas plus loin. Je mettrai même Ludogorets devant. Dès qu'ils joueront une grosse cylindrée européenne, pour moi, ils sauteront. D'accord. Quelque chose à ajouter, monsieur ? Juste que la Juve sera championne d'Europe. D'accord, ça on a bien compris. Moi je mets l'Atlético devant la Juve. D'accord, bon alors on va passer maintenant au quiz Ligue des Champions. Alors messieurs, on va faire un tour. Les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. On commence par Alexandre. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est oui. Raoul, c'est... Non. Si, c'est oui. Messi, évidemment. Alexandre. Ok, Alexandre, c'est... Alexandre Lacazette. Joris. Ronaldo. C'est non. Déjà dit. Non, le Brésilien, pas Cristiano. Shevchenko. Exactement, c'est une bonne réponse. C'est Pierre qui remporte le quiz. La première question du quiz, pardon. Alors, je vais vous faire deviner un joueur, messieurs. Je suis un footballeur qui a remporté 2 Ligues des Champions dans les années 2000. C'est de la rapidité. Ces 2 Ligues des Champions, je les ai gagnées Casillas. avec 2 clubs différents. Non. Je n'ai jamais remporté de Ballon d'Or, mais j'ai déjà terminé à la 2e position. Deco. Exactement. Lionel Messi a déjà déclaré à propos de lui, il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, tout le monde l'écoute. Il a échoué en finale de l'Euro 2004. Il a été champion d'Angleterre, d'Espagne et du Portugal. Et son nom peut être associé à Valérie Damido. Joris, 3e point. Dernière question. Iker Casillas est le joueur ayant disputé le plus grand match de Ligue des Champions. Combien ? Joris, vous commencez. 130. 130, Pierre. 70. 70 ? Ouais.
J'ai plutôt dans les 170. 170, c'est 164. Alexandre, vous remportez votre premier point. La fin de l'émission approche, c'est l'heure du grand quiz final. Je demanderai à tous les chroniqueurs de s'approcher du micro. Est-ce qu'on peut demander à Benjamin de pas s'approcher trop près, s'il vous plaît, parce que Pourquoi? je suis assez sensible des narines. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Saúl Ñíguez. Combien de bougies souffle-t-il? 22. 22, un point supplémentaire pour Joris. 23. Ah merde, pardon. Saúl Ñíguez joue à l'Atlético Madrid. Donnez-moi chacun votre tour un joueur de l'effectif actuel du club. Julien, vous commencez. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est oui. Coquet. Coquet, c'est oui. Fernando Torres. Fernando Torres, c'est oui. Joris? Kevin Gamero. Kevin Gamero, évidemment. Si. Carrasco, c'est bon. Philippe et Louis. Philippe et Louis, c'est oui. Thibaut? Oblak. Yann Oblak, c'est oui. Pierre? Diego Godin. Diego Godin, c'est oui. Julien? Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez, évidemment. Jiménez. On est con. Jiménez, c'est ça. Juan Fran. Juan Fran, c'est oui. C'est toléré, ça du coup. Benjamin, à vous. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, c'est oui. Savic. Savic, c'est oui. Thibaut? Thiago. Thiago, c'est oui. Pierre? Grégory Coupé. Attendez, je vérifie quand même. C'est non. Grégory Coupé, c'est non. Julien? Correa. Correa, c'est oui. Mais non, il est entraîneur de Nancy. Alexandre? Ok, Alexandre, Vieto. Il est à Non, Séville. mais- Il est parti à c'est- Adrien? Mouya. Moya, c'est oui. Thomas Partey. Thomas Partey, c'est oui. Benjamin, bien joué, Benjamin. Parejo. Celui qui donne le départ. Non, Parejo, c'est à Valence. Pierre? Cercy. Il a perdu, il a dit coupé. Ah oui, pardon. Cercy. Julien. Oh, comment vous l'avez trouvé celui-là? Adrien? Gabi. Thiago, pardon. Gabi, Thiago, les deux. Ouais, Didi. non, ouais, c'est Bah, bon. l'un des deux. Gabi, c'est bon. Non, il a dit Thiago. Benjamin? Allez, éliminé, là, éliminé, c'est bon, éliminé. Oui, il restait Gaëtan. Et du coup, c'est. Allez, si tu me les trouves, tu gagnes un point à chaque fois. Koulibaly. Adrien, si vous me le trouvez, si vous m'en trouvez un des trois qui restent, un gardien, un défenseur et un milieu de terrain. Défenseur. Ça doit être le défenseur droit. Augusto Fernandez. Allez. Bonne journée, il restait Morera et Vrasilchko aussi. Ah oui, connu Rachisco. Il reste deux questions. Question de rapidité, celle-ci. Le coach de l'Atlético Madrid est Diego Simeone, bien joué. Mais où joue le fils du Cholo? Atlético Madrid. Réserve. Non. River Plate. Non. Il est parti, il a Newell's Old Boys. Non, il est en Europe. Il est en Italie. Udinese. Genoa. Genoa, bien joué pour Joris. Un point supplémentaire pour Joris. Et enfin, dernière question, c'est pas de la rapidité. On va encore faire le tour de la table. Je veux les stades espagnols. On commence par Jordan. Vicente Calderon. Vicente Calderon, c'est oui. À Thibaut. Le Camp Nou. Le Camp Nou, c'est oui. Giuseppe Meazza. Ok, Pierre, vous êtes éliminé. Je sais pas. Julien. Santiago Bernabéu. Bernabéu, c'est oui. Mestalia. Mestalia, c'est oui. San Mames. San Mamés, c'est oui. El Madrigal. Le Madrigal, c'est oui. Benjamin, non. Non plus, Jordan. Thibaut, non plus. Le Celta Vigol. Si, à toi, Adrien. Il n'y en a plus un seul qui a un. Si, moi j'en ai un. Hein. D'accord. Granada Stadium. Non. Peut-être, non. Ah, attends, si personne le dit, c'est qu'il a déjà été dit. Le TD Garden. Estadio Sanchez Pizjuán. Non, il n'a pas été dit. Stade de qui? De l'USAP. Avec Stade 6 du FC Séville. Avec 6 points, c'est Joris qui remporte ce quiz. Félicitations. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Sport. D'ici là, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Bonne soirée, mesdames.